L'optimisation fiscale, c'est un peu comme le dopage, le gendarme a toujours une longueur de retard. La différence, c'est qu'on ne peut pas tellement qualifier les multinationales de tricheuses, elles ne font que s'engouffrer dans des brèches, celles liées aux interactions entre différents systèmes fiscaux nationaux. Dans un tout récent rapport, l'OCDE a recensé 400 schémas qui permettent aux grandes entreprises de limiter leur imposition. Et l'institution internationale pointe du doigt les spécialistes, les géants de l'Internet. Olivier Passé, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler combien représente le manque à gagner de l'optimisation fiscale pour les États ? Bien, l'OCDE, dans un récent rapport sur la question, s'est bien gardé de chiffrer le phénomène. Le périmètre d'évaluation est d'ailleurs difficile à définir. Si vous voulez des chiffres, eh bien, sachez que l'administration américaine parle de 1375 milliards de profits qui seraient logés offshore. Le chiffre est énorme, surtout si on le met en regard des 1720 milliards de profits déclarés par les entreprises américaines en 2012. Un manque à gagner fiscal de l'ordre de 3% du PIB. Et pour l'Europe, est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des estimations ? Eh bien, la commissaire européenne à la fiscalité parle d'un manque à gagner de l'optimisation et de la fraude de l'ordre de 1000 milliards d'euros, l'équivalent de 10% du PIB européen. Difficile à dire ce que vaut ce chiffre, un peu trop rond et dont le périmètre n'est pas vraiment précisé. En fait, le document qui fait foi en la matière, il n'existe pas. Alors pouvez-vous nous décrire, nous donner le profil type d'une entreprise spécialiste de l'optimisation fiscale ? Ce sont en général les firmes multinationales qui jouent au mieux l'optimisation. Un récent rapport parlementaire estime d'ailleurs à 20 points l'écart de taux d'imposition effectif entre les PME et les groupes du CAC 40. Il y a aussi la question des entreprises du numérique. Ce sont elles qui sont particulièrement visées dans le dernier rapport de l'OCDE. Oui, parce que leur activité se prête bien aux exercices de limitation de l'imposition, et ce pour plusieurs raisons. 1. Ces entreprises possèdent de nombreux actifs immatériels. Le chiffre d'affaires peut ainsi circuler à travers le globe via le paiement de redevances. Deuxièmement, leur architecture est plus malléable. Pas d'usine, pas d'équipement lourd, pas de frais de transport. Et enfin, ce sont souvent des entreprises récentes qui ont été conçues en fonction des contraintes fiscales existantes au moment de leur création. Mais alors, quelles sont leurs techniques ? En quoi consistent-elles ? Alors, le grand principe est de déplacer le profit via la facturation. Par exemple, les ventes d'Amazon, où qu'elles soient effectuées en Europe, sont facturées depuis le Luxembourg. Et lorsqu'il n'y a pas de livraison physique, cela permet de surcroît d'appliquer la TVA luxembourgeoise, qui en l'occurrence est de 3% pour le livre électronique. Il y a aussi des techniques de facturation interne au sein même du groupe. En effet, cela peut prendre la forme d'une redevance. La maison mère est rémunérée par sa filiale en échange du droit d'utilisation d'une licence ou d'un brevet d'exploitation. Toute la subtilité se trouve dans la capacité de l'entreprise à trouver le bon circuit. Elle doit répondre au moins à 3 questions. Où la filiale locale peut-elle déduire la rémunération des brevets de ses bénéfices et ainsi en déclarer une petite partie ? Où les revenus perçus par la maison mère en échange de cette licence sont-ils exonérés d'impôts ? Et enfin, dans quel paradis fiscal placer son entité stratégique ? Alors, pouvez-vous nous donner un exemple concret de circuit ? Alors, prenons par exemple le sandwich hollandais avec un double irlandais rendu célèbre par Google. La maison mère aux États-Unis cède les droits de ses brevets à une société irlandaise basée aux Bermudes, Google Ireland Holdings. Cette société n'est qu'une boîte aux lettres sans salariés, mais elle est propriétaire de Google Ireland Operational, la place forte du moteur de recherche en Europe qui emploie 2000 personnes à Dublin. Oui, donc ça, ce serait la première tranche du sandwich. En effet, toutes les filiales de Google en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient versent des royalties en Irlande. Ces royalties sont alors reversées à Google Netherlands. Aux Pays-Bas, où les royalties ne sont que peu imposées et où les flux de capitaux sortants sont exonérés d'impôts. Et ce volet hollandais, ce serait la tranche de jambon dans le sandwich. En effet, on peut le dire comme ça. Ces royalties repartent ensuite vers la société irlandaise de Google aux Bermudes et vous pouvez refermer le sandwich. La subtilité, c'est que le fisc américain considère la coquille vide des Bermudes comme irlandaise, alors que le fisc irlandais estime qu'elle est résidente fiscale des Bermudes. Elle ne paye donc rien sur les bénéfices. Alors, quelle est l'ampleur des économies réalisées grâce à ces montages complexes ? Eh bien, par exemple, Google en France, c'est 5 millions d'impôts sur les bénéfices versés en 2011 pour 138 millions de chiffres d'affaires déclarés, soit 1/10 du chiffre d'affaires que génèrent véritablement les activités de Google en France. Autre exemple, Microsoft France a payé 22 millions d'euros d'impôts sur un chiffre d'affaires de 500 millions et Facebook seulement 117 000 euros
pour 4,7 millions de chiffre d'affaires en 2011. Mais alors, comment lutter contre ces schémas? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas 36 solutions. Mettre fin à cette optimisation fiscale passe nécessairement par plus de coopération internationale. L'OCDE a d'ailleurs mis ce dossier sur la table des prochains G20. Pour l'instant, on en est à une déclaration de principe, donc très très loin de prise de décision effective. Dans un monde idéal, il faudrait un accord sur une répartition juste du profit entre les pays au prorata de l'activité de l'entreprise dans ces différents pays. Oui, et puis il faudrait aussi en finir avec les paradis fiscaux. En effet, mais c'est un peu utopiste. Mais à défaut d'y mettre fin, il faudrait imaginer au moins des retenues à la source sur les droits, les redevances ou les royalties qui permettent de déplacer artificiellement les revenus sur les paradis offshore. Vous êtes en train de dire qu'un État seul ne peut pas réagir? Il le peut dans une certaine mesure. Par exemple, le fisc français réclame plusieurs millions d'euros d'impôts à Google, Amazon ou Microsoft. Et d'ailleurs, ces groupes provisionnent cette charge probable dans leurs comptes aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler du rapport Collin et Collin sur la fiscalité du numérique en France. Y a-t-il des bonnes idées à en tirer? Oui, tout à fait. Ce rapport préconise de fixer le taux d'imposition des entreprises de l'Internet sur la base des données personnelles qu'elles récoltent. C'est une idée difficile à appliquer car elle demande un système de mesure nouveau. Ces groupes évoluent en effet sur des marchés que l'on appelle bifaces. Bifaces, c'est-à-dire? Eh bien, cela veut dire que Google ou que Facebook sont d'un côté des régies publicitaires en relation avec des annonceurs. C'est cette partie de leur activité qui est taxée, mais là où cela les arrange. Et de l'autre côté, elles s'enrichissent en collectant les données des utilisateurs sur le territoire, qui eux ont le sentiment de profiter d'un produit gratuit. Or, ils participent à la chaîne de valeur de ces entreprises. Et c'est toute l'ambiguïté du gratuit. Lorsque c'est gratuit, eh bien, c'est vous le produit. Oui, c'est là où l'État pourrait récupérer une taxe sur la valeur ajoutée. Effectivement. Olivier Passé, merci pour ces explications. Merci.